Le 4 août 1892, à Fall River dans le Massachusetts, il est un peu plus de 11 heures du matin quand Lizzie Borden pousse la porte du 92 Second Street. La chaleur dans la maison est écrasante. On peine à respirer tellement il fait étouffant, ce qui explique sans doute le silence qui règne dans la résidence des Borden. Lizzie sait que son père est rentré. Il a pour habitude d'arriver un peu avant 11 heures. Elle l'appelle une première fois, mais pas de réponse. Elle tente alors une seconde fois, mais rien. Elle traverse alors la salle à manger qui est vide, puis se dirige vers le salon. Et là, Lizzie découvre son père étendu sur le canapé du salon. Il est défiguré et recouvert de sang. Elle peine à le reconnaître tellement les coups qu'on lui a portés ont été violents. Ce cri, il réveille Bridget, la femme de ménage, qui se reposait à l'étage. « Lizzie, Lizzie, ce cri, que s'est-il passé ? Je l'ignore. Je suis sortie quelques minutes pour faire du rangement dehors, à la grange, et quand je suis revenue, il était là, il était allongé, dans cet état. » La police arrive alors sur les lieux, et pendant qu'ils observent la scène de crime de M. Borden, un cri éclate à l'étage. Les policiers découvrent le corps d'une femme, Abby Borden. Elle a aussi de nombreux coups portés au visage et dans le dos. Mais qui est responsable de ce massacre ? Qui a voulu assassiner le couple Borden ? Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Lizzie Borden et d'un drame familial, le massacre de son père et de sa belle-mère. Lizzie Borden, c'est une Américaine qui est née en juillet 1860. Elle a une sœur qui s'appelle Emma et elle, c'est le deuxième enfant d'un homme d'affaires richissime qui s'appelle Andrew Borden et sa femme se prénomme Sarah. Lizzie, elle a 2 ans quand elle perd sa maman. Et après avoir surmonté cette terrible perte, Monsieur Borden décide en 1865 de se remarier avec une femme qui s'appelle Abby Gray. La famille, elle vit au 92 Second Street. C'est une maison modeste pour une famille qui est très riche. En effet, Andrew Borden possède plusieurs immeubles, des banques et des parts dans des usines. Sa fortune, elle s'élève à l'époque à $1,5 million, qui est l'équivalent de nos jours à plus de 10 millions, ce qui est énorme. Mais cet homme, il refuse d'investir dans le confort. Dans sa maison, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité et pas de téléphone. Andrew, il considère que c'est complètement inutile car ils arrivent à s'en sortir sans toutes ces nouvelles technologies, donc pourquoi investir là-dedans ? Je pense qu'il aurait vite changé d'avis si c'était lui qui devait se taper toutes les corvées de la maison. Soit. Donc pour faire court, Andrew, il est plein aux as, mais c'est un gros rat. Et il est tellement radin qu'il ne prête rien, même pas à ses propres filles. À savoir que Emma et Lizzie font partie de la classe sociale des gens aisés. Et malgré leur statut social, elles ne peuvent pas côtoyer les festivités des gens du même rang qu'elles, étant donné que leur père ne leur donne pas un seul centime. Ce qui pose problème aussi, c'est que donc elles ne peuvent pas faire de rencontres et potentiellement trouver un futur mari. Autre précision, nous sommes aux alentours des années 1880-1890. Et à cette époque, il est extrêmement dur pour une femme de trouver du travail. Parce que la mentalité fait qu'à l'époque, la femme a sa place à la maison. Elle s'occupe du foyer. Point, c'est tout. Elle n'a donc pas à s'inquiéter financièrement, étant donné que c'est le mari qui s'en occupe. Donc Emma et Lizzie, elles se retrouvent comme emprisonnées dans cette maison avec le père et la belle-mère. Andrew Borden, il veut tout contrôler. Tout doit passer par lui et il refuse littéralement que ses filles s'abaissent à un rang inférieur et donc se mettent au travail. Et c'est dans cette ambiance que va commencer à naître des tensions au sein de la famille. Alors Lizzie, elle s'occupe comme elle peut, elle participe à des actions caritatives, elle défend notamment la cause animale, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et c'est quelqu'un qui est également apprécié à Fall River. Le dimanche, elle anime d'ailleurs l'école de sa paroisse. Son entourage la qualifie comme étant quelqu'un de douce, de serviable, sans aucune once de méchanceté. Mais en revanche, à la résidence des Borden, c'est un peu différent. Lizzie, elle se dispute de plus en plus souvent avec ses parents, à propos notamment de l'argent et de cet isolement qu'elle vit quotidiennement. Et un jour, Lizzie, elle fait le point sur sa vie. Elle se dit, j'ai 32 ans, je suis toujours célibataire et je n'ai pas d'argent.
Et il faut savoir qu'à l'époque, être célibataire à 32 ans, ça commence à faire vieux. Parce que à ce moment-là, on se marie très jeune pour pouvoir fonder une famille assez rapidement. Et Lizzie, elle en a marre. Il y a une sorte de frustration qui naît en elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'indépendance, c'est rêver d'autre chose, et surtout de ne plus voir cette Abby Gray dans sa maison. Abby Gray, c'est une femme qui est considérée, si on peut le dire aujourd'hui, comme une femme pauvre. Elle n'a pas d'argent au moment où elle épouse Andrew Borden, et Lizzie, elle peine à comprendre pourquoi son père a choisi une femme comme elle. En plus, Abby, elle se permet de donner son avis sur les décisions financières d'Andrew Borden lorsqu'il s'agit de parler d'argent avec Lizzie et Emma, ce qui agace profondément les deux sœurs. D'ailleurs, il faut savoir que ni Emma ni Lizzie considèrent Abby Gray comme leur mère. À la maison, ils l'appellent Madame Borden. Et il y a des jours où elle refuse même de s'installer avec elle pour prendre le repas. Et cette tension chez les Borden ne va faire qu'augmenter. Un jour, en 1887, Andrew Borden fait une annonce à ses filles. Il leur explique qu'il vient d'offrir à la sœur d'Abby une maison. Non, vous ne rêvez pas. Alors pour les sœurs Borden, c'est un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Pour elles, elles se disent mais c'est quoi ce bordel ? Il n'est pas fichu de mettre l'eau courante et l'électricité dans la maison, ni même nous donner un tout petit peu d'argent pour qu'on puisse aller faire des activités mondaines avec les autres, mais il vient à offrir une maison à une femme qui n'est même pas de sa propre famille. Là actuellement, en 92 Second Street, c'est un véritable scandale qui éclate. La colère, elle a atteint un point de non-retour. Alors, il faut se dire que pendant cette dispute, ça aurait vraiment pu tourner au drame, étant donné que Lizzie était particulièrement furieuse. Donc à tout moment, elle aurait pu prendre un objet et fracasser le crâne de son père. Et à partir de ce moment-là, bien que la communication ne se faisait déjà pas des masses, là, elle se fait encore moins. Ils se lancent des regards glaçants, il y a des claquements de porte et on sait pas trop qui va faire quoi à quel moment. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Lizzie, à ce moment-là, elle est dans une sorte de prison dorée. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas quitter la maison sans l'autorisation de son père. Et je vous rappelle, la société, elle attend d'elle qu'elle soit sage, pieuse et invisible. Et pour elle, c'est plus possible. Elle en peut plus. Les jours passent et la tension, elle devient de plus en plus palpable. Bridget, qui est la femme de ménage, explique que la résidence, elle a jamais été aussi silencieuse que dans ces moments-là. C'était vraiment un silence qui était pesant. Mais Andrew, lui, reste fidèle à lui-même. Il est froid, rigide et presque mécanique car il continue sa routine comme si de rien n'était. Abby, de son côté, elle tente de garder la maison et de donner ses ordres à Bridget. Emma, elle est partie voir des amis quelques jours et Lizzie, elle s'enferme progressivement sur elle-même. Elle ne va même plus manger avec eux, elle ne partage quasiment plus rien et ne sort plus. Ou presque plus. À Fall River, on commence à parler. Certains disent qu'il y a une ambiance assez étrange chez les Borden, mais ils savent pas trop quoi. Mais après, vu le caractère du père qui s'est déjà embrouillé avec la moitié de la ville, ça ne les étonne pas plus que ça. Et puis un matin, il y a quelque chose d'étrange qui arrive. Presque toute la famille tombe malade. Andrew, Abby et même la femme de ménage se sentent nauséeux, vaseux. Ils appellent donc le médecin, et le médecin vient en conclure qu'ils ont besoin de repos parce qu'ils ont sans doute mangé une viande avariée. Ça arrive, voilà. Ils se posent pas plus de questions que ça. Mais Abby, elle a des doutes, elle pense que quelqu'un essaye de les empoisonner. Et d'ailleurs, ses soupçons se tournent même vers le médecin. Pendant ce temps, Lizzie, elle passe du temps à la grange, qui se trouve près de leur maison, et on la surprend plusieurs fois à fixer le vide, à être un peu distraite, à pu être trop dans son assiette. Et personne ne sait trop à quoi elle pense. Puis un jour, Andrew il revient du travail avec une annonce à faire à la famille. Il a pris sa décision. Il va faire son testament et dans celui-ci, il n'y aura qu'un seul nom, le nom de sa femme, Abby Gray. Alors autant vous dire à ce moment-là que la nouvelle passe très mal. Et je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y avait ce soir-là. Quelques jours passent et nous sommes actuellement le 4 août 1892. C'est un jeudi, nous sommes en été et il fait extrêmement chaud. Abby, elle dirige la maison, elle donne ses ordres à la femme de ménage. Andrew, lui, il part travailler et Lizzie, elle va dans sa grange. Et la suite, vous la connaissez étant donné que c'est l'histoire que vous avez écoutée en début de vidéo. Donc Lizzie découvre en rentrant chez elle le massacre de son père et celui de sa belle-mère. Et lorsque les policiers sont sur place, ils font face à une enquête un peu style Cluedo. La première question qu'ils se posent, c'est qui a pu rentrer dans la maison
et comment, parce qu'il n'y a pas d'effraction visible. Ensuite, une deuxième question arrive, c'est pourquoi personne n'a rien entendu. Et surtout, comment un tel acte, d'une telle violence, a pu se produire en plein jour, dans une maison où vivaient 4 personnes. Andrew, Abby, Bridget et Lizzie, que je vous rappelle, Emma allait chez des amis. D'ailleurs, dans les témoignages, Bridget, la femme de ménage, explique qu'elle était endormie quand elle a entendu un cri, celui de Lizzie. Elle est descendue, elle a découvert la scène, et puis après, dans la panique, ils ont couru pour aller chercher de l'aide. Je vous rappelle, il n'y a pas de téléphone dans cette maison. Merci Andrew. Lizzie, elle explique qu'elle venait de la grange, et qu'elle a découvert le corps de son père. Puis, dans la panique, ils ont été appelés la police. Mais les enquêteurs trouvent qu'il y a quelque chose d'étrange. Parce qu'en fait, quand elle explique, elle sait pas trop ce qui s'est passé, elle dit qu'elle n'a rien entendu, et qu'elle n'a rien vu, hormis un homme quitter la maison assez tôt le matin. Et quand on lui demande ce qu'elle faisait dehors, ses versions divergent. Elle allait chercher un bout de métal, puis elle allait chercher des appâts de pêche. Et encore une autre version où elle expliquait qu'elle était en train de faire du rangement dans la grange. Bref, que des propos incohérents, peut-être à mettre sur le coup du choc. C'est possible. Mais il y a un problème, c'est que, je vous rappelle, nous sommes en été, il fait étouffant, et la grange, elle est encore plus étouffante que la maison en elle-même. Donc les policiers, quand ils écoutent la version de Lizzie qui explique qu'elle faisait du rangement dans la grange, ils se demandent comment elle a pu faire pour tenir aussi longtemps, au moins 30 minutes. C'est impossible. Mais les policiers ne disent rien, ils notent tout, ils observent tout, et en descendant à la cave, ils tombent même sur un morceau de hache qui est parfaitement propre, même trop propre, dont le manche a été cassé, et le manche est introuvable. Ils constatent aussi que la maison est extrêmement propre. Il n'y a pas de traces de pas d'éclaboussures de sang hormis sur les victimes, et même dans la grange, il n'y a aucune trace de pas. Or, si Lizzie s'y trouvait réellement comme elle le dit, avec la poussière et le foin, on aurait dû voir des pas quelque part. Mais là, rien. Le lendemain, la police recueille le témoignage d'une voisine qui explique qu'elle vient à l'instant de voir Lizzie brûler une robe qui était soi-disant couverte de taches de peinture. Les policiers, ils analysent tout comme ils peuvent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ADN et l'empreinte digitale, n'en parlons même pas. Donc, ils doivent essayer de faire des liens avec ce qu'ils ont. Et très vite, les soupçons se tournent vers une seule personne, Lizzie Borden. Parce qu'il faut être logique, il n'y a pas eu de cambriolage, il n'y a pas d'effraction, rien n'a disparu, et les meurtres ont été faits avec une extrême violence. Quelqu'un qui avait une rage folle contre ces personnes. À ce moment-là, les habitants de Fall River, ils sont partagés. Certains refusent d'y croire, parce que Lizzie, c'est une jeune femme qui est gentille, qui est polie, qui aime la religion. Elle aurait jamais pu faire une chose pareille. Et de l'autre côté, on murmure qu'elle était devenue froide, distante, jalouse, et qu'il y a quelque chose en elle qui ne tournait pas rond, comme par exemple sa façon de sourire qui n'était pas vraiment un sourire. Lorsqu'elle se fait interroger par la police, et qu'elle parle de plus en plus, il y a comme une espèce d'ombre qui pèse sur elle. Ses propos sont très incohérents. Elle se contredit souvent. Elle dit qu'elle n'a pas entendu sa belle-mère, alors que la domestique explique que Lizzie était dans la maison à ce moment-là. Puis un jour, il y a ce pharmacien qui arrive et qui témoigne en expliquant que un jour, Lizzie a voulu se procurer du cyanure d'hydrogène pour, soi-disant, retirer les mites d'un manteau. Or, selon le pharmacien, le cyanure d'hydrogène n'était pas nécessaire étant donné qu'il n'y avait pas de mythe sur le manteau en question. Le pharmacien avait donc refusé de lui vendre ce produit, mais la rumeur avait vite fait le tour de la ville. Et à ce stade, la police, elle n'a pas de preuves matérielles, mais une accumulation, si on peut dire ça comme ça, de coïncidences, mais qui commence à faire beaucoup. Le 11 août 1892, Lizzie Borden, elle est arrêtée pour double homicide de son père et de sa belle-mère. Et la nouvelle, elle fait le tour de tous les journaux. Et Fall River devient un peu le centre de l'Amérique. C'est une ville qui était tranquille, qui devient vraiment le théâtre d'un drame. Le 5 juin 1893 s'ouvre le procès de Lizzie Borden. Et à ce moment-là, c'est l'un des procès qui est le plus médiatisé. La salle, elle est pleine à craquer, tout le monde veut y assister. Il y a des journalistes qui sont venus de partout, il y a des curieux évidemment,
Et surtout, des gens qui veulent juste voir à quoi ressemble Lizzie Borden en vrai. Parce que les journaux en parlent, mais dans la vraie vie, comment elle est. Durant le procès, il y a divers témoignages qui ont lieu, notamment celui du pharmacien, celle de la voisine, mais il y a aussi celle de la femme de ménage qui défend Lizzie, celle de sa sœur, Emma, qui la défend également, et toute l'histoire familiale devient publique. On explique toutes les tensions familiales, les histoires d'argent, de jalousie, bref, tout y est rendu public. Mais à chaque témoignage, à chaque preuve qui est apportée, il n'y a malheureusement rien de concret. Je vous rappelle, il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas d'arme du crime en tant que telle. Et aucun témoin direct non plus, que des on-dit, ou on a vu, ou il semblerait que j'ai vu ça. Et c'est là que l'avocat de Lizzie entre en jeu. Il va choisir une stratégie plutôt brillante. Il va transformer le procès en un drame moral. Il ne va pas parler de sang, ni de la hache, il va uniquement parler de la réputation, de la décence, de la place de la femme dans la société. Et surtout mettre en avant un truc. Comment une femme aussi pieuse que Lizzie Borden, aimée de sa communauté, aurait pu faire un crime pareil? C'est impossible, voyons. Et surtout, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, Lizzie Borden, c'est quelqu'un qui est de bonne famille. Comment quelqu'un d'aussi aisé et aussi éduqué que Lizzie aurait pu commettre un acte d'une telle violence? Et les jurys, ils ont de plus en plus de mal à concevoir cette idée. Bah oui, c'est impossible. Lizzie, elle ne peut pas faire ça. Pendant 3 semaines, le procès il se transforme en véritable spectacle. Chaque mot, chaque regard est disséqué par la presse. Il y a des fausses rumeurs qui se baladent. Les dessins d'audience font la une des journaux. Et Lizzie, elle devient une icône malgré elle. Le 20 juin 1893 arrive l'heure du verdict. C'est le moment où le jury revient dans la salle après une longue délibération. Le juge demande alors le verdict et le chef du jury se lève et prononce les mots « non coupable ». Lizzie, elle est alors libre. Mais à quel prix? Car si la justice l'a acquittée, l'opinion publique, elle, ne lui pardonnera jamais. Après le verdict, Lizzie et sa sœur Emma quittent la maison familiale et décident de se faire construire sur une colline une autre résidence qu'ils appelleront la Maplecroft. Elles vont y vivre pendant des années en profitant de l'argent de leur père, en installant l'eau courante, l'électricité et même le téléphone. Mais même si elles essayent d'avoir une vie un peu paisible, cette paix ne reviendra malheureusement jamais. Les habitants de Fall River les évitent. On ne les salue plus dans la rue. Et les enfants de l'entourage ont même inventé une comptine. Lizzie Borden took an axe, gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, gave her father 41. À savoir que cette comptine, elle a traversé des générations. Il y a même encore des enfants qui la chantent aujourd'hui sans même connaître l'histoire de Lizzie Borden. Un jour, elle va se disputer avec sa sœur et on ne connaîtra pas la cause de cette dispute, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elles ne se reparleront plus jamais. Emma partira très loin. Lizzie va donc vivre seule, recluse et isolée du monde. Elle finira par décéder en 1927 d'une pneumonie. Et à sa mort, elle lèguera 30 000 $ à la Ligue de protection des animaux de Fall River et le reste de sa fortune sera offert à sa femme de ménage Bridget. Et si c'est la responsable de ce massacre, elle l'aura toujours nié jusqu'à sa mort. Alors des années plus tard, dans les années 1990, des chercheurs ont commencé à se pencher sur un aspect de l'affaire dont personne n'a parlé à l'époque. C'est ce qui se passait à l'intérieur de la famille Borden. En fait, il y a un article qui apparaît en 1992 dans le magazine American Heritage qui évoquait une hypothèse pour le moins glaçante. La question qui est posée est la suivante. Et si les sœurs Borden avaient été victimes d'abus? Alors l'idée, elle peut paraître choquante, mais en fait, il y a plusieurs éléments qui convergent. D'abord, avec leur père, Andrew, qui est quelqu'un de véritablement autoritaire, et persuadé que tout lui appartient, même la liberté de ses filles. Ensuite, il y a la mère biologique des enfants, Sarah, qui a longtemps été malade, puis qui est décédée, alors que Lizzie n'avait que 2 ans. Et que durant cette période, la famille Borden, elle vit repliée sur elle-même.
il n'y a aucune visite de l'extérieur, personne ne rentre dans cette maison. Et il faut savoir qu'à l'époque, Emma, qui est l'aînée, devient un peu la maîtresse de maison. Et c'est une responsabilité qui est vraiment énorme. Et surtout, du coup, elle a une espèce de proximité forcée avec son père. Et dans ce genre de contexte, où on a de l'isolement, où on a l'autorité et une absence maternelle, on sait aujourd'hui que ce sont souvent, alors je ne dis pas tout le temps, mais des terrains où naissent les pires dérives, notamment les histoires d'abus. Et pour certains historiens, tout y est. L'enterrement, le contrôle, la dépendance totale des filles à leur père. Et quelques détails viennent renforcer ce malaise. Lizzie et Emma refusent d'appeler leur belle-mère maman. Alors que Abby, à cette époque-là, est pourtant jeune et encore en bonne santé, mais ne tombera jamais enceinte. Et de leur côté, les deux sœurs, malgré leur âge et leur statut social, ne connaîtront jamais de relation amoureuse. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Peut-être. Mais quand on additionne tout, ça devient de plus en plus dérangeant. Et certains pensent même que Abby était au courant de cette situation, de ces abus, et ne faisait rien, et c'est pour cela qu'elle était détestée des deux sœurs. Alors évidemment, ce n'est qu'une théorie, ce ne sont que des suppositions, parce que on n'était pas là, et on ne sait véritablement pas ce qui s'est passé à l'intérieur de ces 4 murs, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un doute. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que l'histoire vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et de me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.